Si tu lis ces mots en ce moment même, quelque chose dans ton champ sait déjà ce que je m'apprête à révéler. Ton mental est probablement sceptique, en train d'analyser, prêt à rejeter ce qui va suivre comme un énième concept spirituel. Mais je parle de la part de toi qui existe au-delà de la pensée, au-delà des croyances et au-delà de la forme physique dense à laquelle on t'a appris à t'identifier. Cette part de toi attendait cette mise à jour. Et le fait que ta conscience soit arrivée ici, précisément à cet instant parmi une infinité de moments possibles, signifie que tu es prêt à te souvenir de quelque chose que tu as toujours su, mais que tes conditionnements t'ont fait oublier. Tu n'es pas le corps qui lit ces mots. Tu es l'énergie qui anime ce corps. Laisse cette affirmation infuser en toi un instant. Ne cherche pas tout de suite à la comprendre intellectuellement. Ressens-la. Observe ce qui se passe dans ton système lorsque tu envisages la possibilité que tout ce qu'on t'a enseigné sur ta nature fondamentale soit l'inverse de ce qui est, en réalité. L'illusion de la densité. Dès ta naissance, on t'a appris à t'identifier à la matière. Ton nom attaché à un corps. Ton histoire construite à partir de souvenirs stockés dans des réseaux neuronaux. Ton identité bâtie à partir des rôles que tu joues, des relations que tu entretiens, des possessions que tu accumules. Regarde autour de toi maintenant. Tout ce que tu vois semble solide, séparé, permanent. Les murs, les meubles, l'appareil que tu utilises pour écouter ce message, tes propres mains et ton propre corps. Tout se présente comme une matière dense, distincte, tangible. Mais voici ce que la plupart des gens traversent toute leur vie sans jamais le réaliser. La matière n'est pas ce qu'elle semble être. Les physiciens quantiques l'ont découvert il y a plus d'un siècle, et à ce jour, ils n'ont pas encore percé tous les mystères de ce que cela implique. Quand tu examines la matière à son niveau microscopique, tu fais face à une réalité choquante. La matière est surtout constituée de vide. Pas le vide tel que tu l'imagines, mais de l'énergie pure vibrant à des fréquences spécifiques, créant l'illusion de la solidité par le motif et la répétition. La table qui te paraît si solide est composée à 99,99999% d'espace vide, où des particules subatomiques se déplacent si rapidement qu'elles donnent l'impression de densité. Pour ton corps, qui semble si réel, si indéniablement toi, c'est exactement la même chose. Mais on ne t'a pas appris à t'expérimenter de cette manière. On t'a appris à être le corps, à le protéger, à t'identifier à ses limites, à croire que lorsqu'il cesse de fonctionner, tu cesses d'exister. Cette identification à la matière est la cause profonde de toutes les limitations que tu expérimentes. Non pas parce que la matière est mauvaise ou inutile, mais parce qu'elle n'est simplement pas ce que tu es réellement. Et lorsque tu te prends pour quelque chose que tu n'es pas, tu hérites de toutes les limitations de cette même fausse identité. Que se passe-t-il quand tu regardes de plus près? Je veux que tu essayes quelque chose maintenant. Regarde ta main. Regarde-la vraiment. Ta perception immédiate te dit que c'est de la chair, des os, de la peau, de la matière. Quelque chose de tangible. Maintenant, prends en compte la réalité. Ta main est composée de cellules, toutes travaillant en parfaite coordination sans le moindre effort conscient de ta part. Ces cellules sont faites de molécules. Ces molécules sont faites d'atomes. Ces atomes sont faits de particules subatomiques qui, lorsqu'on les observe, se comportent davantage comme des ondes de probabilité que comme des objets distincts. Si l'on retirait tout le vide contenu dans les atomes du corps humain, l'humanité entière tiendrait dans le volume d'un morceau de sucre. La table en face de toi, l'air que tu respires, la lumière qui entre dans tes yeux, tout est de l'énergie vibrant à différentes fréquences. La seule raison pour laquelle ta main ne traverse pas la table est d'une part due à leurs champs électromagnétiques qui se repoussent mutuellement, mais aussi et surtout à cause du principe d'exclusion qui empêche les nuages d'électrons de tes atomes et ceux de la table d'occuper la même place et les mêmes caractéristiques en même temps. C'est ce qui crée la sensation de contact, de solidité et de séparation. Mais ces sensations sont des illusions créées par les règles quantiques. Ce que tu ressens quand tu touches une table, ce n'est pas du solide contre du solide, mais l'interaction de deux champs de force qui refusent de se mélanger. En réalité, ta main flotte à une fraction de millimètre au-dessus de la table. Au niveau quantique, tout est intriqué, interconnecté et fait partie d'un même champ unifié qui s'exprime sous des formes infinies.
Tu as probablement déjà entendu tout ça. Énergie, fréquence, vibration, tous ces mots spirituels à la mode, répétés si souvent qu'ils ont perdu leur impact. Mais je ne te partage pas cela comme une philosophie ou une croyance. Je t'oriente vers la reconnaissance directe de ce que tu es réellement, au-delà de l'histoire que ton mental raconte à ton sujet. Car quelque chose d'extraordinaire se produit à l'instant où tu déplaces ton identité de la matière vers l'énergie. La réalité, qui te répondait comme si tu étais une chose fixe, limitée et séparée, est soudain obligée de se réorganiser autour d'un postulat totalement différent. La physique du changement d'identité. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe réellement lorsque tu passes de l'identification à la matière à la reconnaissance de toi-même comme énergie. Et je ne parle pas ici de métaphores spirituelles, mais bien de physique réelle et mesurable. Ton corps reçoit constamment des instructions de ta conscience sur la manière de s'organiser. Chaque cellule possède des récepteurs qui répondent aux signaux électromagnétiques que ton cerveau génère en fonction de tes pensées, de tes émotions et surtout de ce que tu crois être ton identité. Lorsque tu t'identifies à la matière, à une forme physique fixe avec des limites héritées de la génétique, des expériences passées et du conditionnement biologique, tes cellules reçoivent cette information et s'organisent en conséquence. Elles expriment certains gènes et elles en inhibent d'autres. Elles vieillissent à certains rythmes. Elles réagissent aux menaces et aux opportunités selon des schémas prévisibles. Ce n'est pas conscient. Tu ne dis pas volontairement à tes cellules comment se comporter. Mais ton sentiment le plus profond concernant ce que tu es émet en permanence un signal, et ton corps l'écoute. Les chercheurs en épigénétique ont découvert que l'expression génétique peut changer de manière spectaculaire en fonction de la perception, des croyances et de l'état émotionnel. Un code génétique identique peut produire des résultats complètement différents selon les signaux que la cellule reçoit de la conscience. Mais voici ce qu'ils commencent à peine à comprendre. Le signal le plus puissant n'est pas ce que tu penses ou ce que tu crois consciemment à ton sujet, c'est ce à quoi tu t'identifies fondamentalement. Quand tu t'identifies à la matière dense, tu émets une fréquence qui renforce la densité. Tes cellules s'organisent autour de l'inertie, de la protection et de la préservation des schémas existants. Le changement devient lent, difficile, exigeant un effort immense. Mais lorsque tu te reconnais comme énergie, quelque chose bascule. Tes cellules reçoivent des instructions différentes, non pas par la volonté ou l'intention, mais par la réorganisation naturelle qui se produit lorsque la conscience reconnaît sa véritable nature. Soudain, des schémas qui semblaient figés deviennent fluides. Des limitations qui paraissaient infranchissables se révèlent comme des expressions temporaires de l'énergie pouvant se réorganiser sous d'autres configurations. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physique que la science médicale commence seulement à effleurer, parce qu'elle exige de reconnaître que la conscience est fondamentale, pas seulement un phénomène émergent de la matière, et que l'identité façonne la biologie bien plus que la biologie ne façonne l'identité. Qu'est-ce qui change concrètement dans ton expérience quotidienne? Tu te demandes sans doute à quoi cela ressemble en pratique, parce que te reconnaître comme énergie peut sembler abstrait, déconnecté de la réalité très concrète de payer tes factures, gérer tes relations et faire face aux défis qui occupent ta vie en ce moment. Mais ce changement est tout sauf abstrait. Il transforme absolument tout dans ta manière de traverser la réalité, même si ce n'est pas de la façon que tu imagines. La première chose que tu remarques, c'est que la résistance se dissout. Pas parce que tu développes une pratique spirituelle de non-résistance, mais parce que la résistance vient elle-même du fait de croire que tu es une chose solide et séparée à qui la réalité arrive. Quand tu t'identifies à la matière, les choses t'arrivent. Les circonstances te pressent. Ce que pensent les autres t'affecte. Le monde est rempli de menaces et d'obstacles que ta forme solide et vulnérable doit contourner avec prudence. Mais lorsque tu te reconnais comme énergie, la dynamique change. Tu n'es plus une chose séparée à qui la vie arrive. Tu es en continuité avec le champ qui produit toutes les circonstances, toutes les personnes et toutes les expériences que tu rencontres. Les défis ne disparaissent pas, c'est ta relation avec eux qui se transforme. Au lieu d'une résistance face à un obstacle, il y a de la fluidité, du mouvement, une réorganisation naturelle autour de ce qui émerge. On appelle souvent cela le flow, mais ce mot ne capture pas la physique réelle de ce qui se passe. Tu fais littéralement l'expérience de la réalité depuis une position différente.
non plus comme étant séparé du champ, mais comme étant le champ se focalisant temporairement à travers ton point de vue particulier. La deuxième chose qui change, c'est ta relation au temps. Lorsque tu t'identifies à la matière, tu vis selon l'apparente linéarité du temps. Le passé te façonne à travers la mémoire et le conditionnement. Le futur génère de l'anxiété à travers l'anticipation et la planification. Le moment présent devient une sorte de piège où tu te débats entre un passé que tu veux fuir et un futur que tu espères atteindre. Mais l'énergie n'expérimente pas le temps de la manière que la matière semble le faire. L'énergie existe dans ce que les physiciens appellent la corrélation non locale. Tout est interconnecté à travers l'espace et le temps simultanément. Quand tu te reconnais comme énergie, tu ne perds pas ta capacité à fonctionner dans le temps linéaire, mais tu n'y es plus totalement soumis. Les schémas du passé qui semblaient gravés définitivement dans ton identité se révèlent être des configurations énergétiques actuelles capables de changer. Les possibilités futures qui paraissaient lointaines ou impossibles deviennent des potentiels présents que tu peux ressentir et avec lesquels tu peux t'aligner. C'est pour cette raison que des guérisons spontanées se produisent, que des changements de vie soudains surviennent alors qu'ils semblaient impossibles au regard des schémas passés, que les synchronicités se multiplient, non pas parce que tu as appris à manipuler la réalité, mais parce que tu as cessé de t'expérimenter comme un point fixe dans un temps linéaire et que tu commences à t'expérimenter comme une énergie existant à travers plusieurs dimensions temporelles simultanément. Le processus de reconnaissance pratique. Je sais ce que ton mental est en train de faire en ce moment. Soit il rejette tout cela comme trop abstrait, trop spirituel, trop déconnecté de ta vie réelle, soit il essaie de comprendre comment utiliser ces informations, comment les appliquer, quelle technique pourrait déplacer ton identité de la matière vers l'énergie. Mais ces deux réactions passent totalement à côté de l'essentiel. Parce que cette reconnaissance n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu permets, quelque chose que tu remarques, quelque chose qui est déjà vrai en toi, mais que l'on t'a appris à ignorer. Tu n'as pas besoin de devenir de l'énergie, tu es déjà de l'énergie. Tu as simplement besoin d'arrêter de t'identifier exclusivement à la forme matérielle et dense à travers laquelle cette énergie s'exprime temporairement. Laisse-moi te guider maintenant vers une reconnaissance directe, pas par la croyance ou l'imagination, mais par l'attention. Ferme les yeux si tu peux le faire en toute sécurité. Sinon, laisse ton regard se perdre dans le vague et tourne ton attention vers l'intérieur. Ne pense pas à la conscience. Porte simplement attention au fait que tu es conscient d'entendre ces mots, conscient de ton corps, conscient des sons autour de toi, conscient des pensées qui apparaissent. Maintenant, note que cette conscience n'est située dans aucun endroit particulier. Tu peux avoir l'habitude d'imaginer ta conscience dans ta tête, derrière tes yeux, mais si tu la cherches directement, tu ne peux pas réellement la trouver quelque part. Ce n'est pas un objet, elle n'est pas localisée dans l'espace. Cette conscience n'est pas produite par ton cerveau. Ton cerveau est quelque chose dont tu es conscient à travers les sensations et les concepts. Mais la conscience elle-même n'est pas à l'intérieur de la matière de ton corps. Le corps est à l'intérieur de la conscience, apparaissant comme sensation, comme image, comme concept. Imprègne cette expérience en toi. Tu n'es pas le corps dont tu es conscient. Tu es la conscience dans laquelle le corps apparaît. Maintenant, porte ton attention sur ton énergie de vie. Pas le concept d'énergie, la sensation réelle et directe de l'impulsion vitale qui circule dans ton système. Il y a une vibration, un mouvement, un courant qui anime cette forme. Tu peux le sentir si tu es suffisamment immobile. Cette vitalité, cette énergie, cette vibration, c'est ce que tu es réellement, pas la forme temporaire. C'est ce qui circule à travers cette forme. Pas l'histoire que ton mental raconte à propos de cette forme, mais l'énergie vivante elle-même. Et remarque comme cette énergie n'est pas contenue par ta peau. La sensation que tu appelles mon corps est de l'énergie. La sensation que tu appelles l'air sur ma peau est de l'énergie. La sensation que tu appelles les sons autour de moi est de l'énergie. Tout cela fait partie du même champ vibrant à différentes fréquences, créant l'apparence d'une séparation entre intérieur et extérieur, entre toi et pas toi. Mais au niveau de l'expérience directe, avant que la pensée n'étiquette et ne divise tout, il n'y a que de l'énergie en mouvement, vibrant, s'exprimant sous des formes infinies. Et tu es cela. Tu ne le possèdes pas. Tu es cela. Ouvre les yeux. Tu remarques que rien n'a changé dans tes circonstances extérieures.
mais que quelque chose a changé dans ton expérience directe de ce que tu es. Ce changement, aussi subtil soit-il, est le début de tout le reste. Ce que ton corps sait et que ton mental nie. Ton mental peut être sceptique face à tout ce partage. C'est très bien ainsi. Le mental est conçu pour maintenir les schémas familiers, protéger l'identité connue et résister à la dissolution qui menace sa structure. Mais ton corps, lui, connaît déjà cette vérité. Il l'a toujours connue. Chaque fois que tu as ressenti des frissons dans un moment intense, c'était ton corps qui reconnaissait une résonance énergétique. Chaque fois que tu as senti la présence de quelqu'un avant même de le voir, c'était ton corps qui lisait l'énergie avant que ton mental ne traite la matière. Chaque fois que tu as eu une intuition viscérale qui s'est révélée juste, c'était ton corps qui accédait à l'information par connexion énergétique plutôt que par observation matérielle. Ton corps est un instrument de lecture énergétique bien plus sophistiqué que tout ce que la science a développé. Il peut détecter des champs électromagnétiques, des vibrations subtiles, des effets d'intrication quantique que ton mental rationnel rejette comme de l'imagination ou des coïncidences. Mais on t'a appris à faire confiance à ton mental plutôt qu'à ton corps sensible, à privilégier l'analyse plutôt que l'intuition, à croire l'histoire sur la réalité plutôt que l'expérience directe de la réalité. C'est ce conditionnement qui te maintient enfermé dans l'identification à la matière. Parce que si tu faisais confiance à l'expérience directe de ton corps, tu reconnaîtrais immédiatement que la densité que tu vois n'est pas ce que tu ressens, que la séparation que tu perçois conceptuellement n'est pas ce que tu expérimentes énergétiquement. Les enfants le savent instinctivement avant qu'on ne leur apprenne le contraire. Ils expérimentent leur corps comme de l'énergie, fluide, changeante, magique, non limitée par les règles que la matière est censée suivre. Ils s'imaginent être des animaux, des super-héros, à différents âges, sous différentes formes, et leur énergie répond. Leur expérience change. Leur corps exprime des capacités que les adultes affirment impossibles. Puis on leur enseigne qu'ils sont leur corps sous sa forme physique et qu'ils possèdent des limites spécifiques qu'ils doivent accepter. Progressivement, leur énergie se condense dans l'identification à la matière, la fluidité disparaît, et ils deviennent des adultes qui ont oublié ce qu'ils sont réellement. Mais l'énergie ne cesse jamais d'être de l'énergie. Elle se recouvre simplement de couches de conditionnement, de croyances et d'identification à la surface matérielle. Le moment où la réalité se réorganise. Maintenant, je dois te partager quelque chose qui va sembler impossible si tu ne l'as pas vécu directement. Mais puisque tu écoutes encore, puisque quelque chose t'a amené jusque-là, tu es prêt à l'entendre. Le moment où tu te reconnais véritablement comme énergie plutôt que comme matière, la réalité autour de toi commence immédiatement à se réorganiser. Pas progressivement, pas plus tard, immédiatement. Parce que la réalité n'est pas fixe, solide ou séparée de ta conscience. La réalité est le champ quantique qui s'effondre en configurations spécifiques en fonction de l'observation. Et l'identité fondamentale de l'observateur détermine quelles configurations deviennent disponibles pour se manifester. Lorsque tu observes la réalité en tant qu'être matériel séparé, certaines possibilités existent et d'autres restent impossibles. Les lois physiques semblent fixes. Le changement exige du temps et de l'effort. Les circonstances ont un poids, une inertie qui résiste à toute modification. Mais lorsque tu observes la réalité en tant qu'énergie se reconnaissant elle-même à travers cette forme temporaire, des possibilités qui étaient impossibles sous l'identification à la matière deviennent soudain accessibles. Les lois physiques se révèlent être des probabilités statistiques plutôt que des contraintes absolues. Le changement peut se produire instantanément parce que tu n'essaies plus de réarranger de la matière solide. Tu autorises l'énergie à se réorganiser différemment. Pas par la volonté ou une technique, mais par ce qui se passe naturellement lorsque l'identité de l'observateur change. L'énergie revenant à des schémas cohérents naturels une fois que l'identité limitante se dissout. Le mental sceptique trouvera toujours une autre explication. Coïncidence, biais de confirmation, effet placebo. Et oui, tu peux interpréter cela ainsi si tu as besoin de maintenir ton identification à la matière. Mais l'expérience directe raconte une autre histoire.
Quand tu te reconnais comme énergie, la réalité te reconnaît différemment et répond en conséquence. Ceux qui le savent déjà. Tu as probablement déjà croisé des personnes qui traversent la réalité différemment. Pas forcément avec plus de succès, plus heureuses ou plus éveillées, mais il y a quelque chose dans leur présence qui paraît plus léger, plus fluide, comme si elles n'étaient pas aussi plombées que les autres. Ces personnes ne parlent pas d'énergie, de conscience ou de physique quantique. Elles n'ont peut-être aucune pratique spirituelle et ne connaissent rien au concept que je partage ici. Mais d'une manière ou d'une autre, elles ont naturellement conservé ou redécouvert la reconnaissance d'elles-mêmes comme énergie plutôt que comme matière pure. Observe comment elles traversent les défis. Il n'y a pas de résistance lourde, pas de tension rigide face à ce qui se présente. Elles contournent les obstacles comme l'eau contourne les rochers. Pas grâce à la pensée positive ou à une technique spirituelle, mais par l'absence simple de la densité qui crée la résistance. Observe comment les circonstances s'organisent autour d'elles. Des opportunités apparaissent, des ressources se matérialisent. Les bonnes personnes arrivent au bon moment. Pas parce qu'elles sont chanceuses ou favorisées par l'univers, mais parce que leur champ énergétique diffuse de la cohérence plutôt que de la densité. Et le champ quantique répond à la cohérence en organisant des schémas de soutien. Ces personnes incarnent naturellement ce qui se produit lorsque la conscience cesse de s'identifier exclusivement à la forme matérielle dense. Et voici la partie la plus intéressante. La plupart d'entre elles sont incapables d'expliquer comment elles font, parce qu'elles ne font rien. Elles sont simplement ce qu'elles sont réellement. Et la réalité répond à cet état d'être par la fluidité, la facilité et le soutien des synchronicités. Toutes les techniques, pratiques et méthodes du monde ne serviront à rien sans la reconnaissance de ta nature fondamentalement énergétique. Ce n'est pas quelque chose que tu fais. Tu l'autorises lorsque tu cesses de t'accrocher aussi fermement à l'histoire de la matière. Tu fais peut-être partie de ceux qui le ressentent déjà rien qu'en lisant ces mots. Une légèreté, une ouverture, une sensation que les limites se dissolvent légèrement. Ce n'est pas de l'imagination. C'est ton expérience directe qui reconnaît la vérité avant que ton mental ne puisse la catégoriser et l'enfermer. D'autres résistent encore, enfermés dans le scepticisme qui protège l'identification à la matière contre une dissolution menaçante. C'est très bien aussi. La reconnaissance arrive quand elle arrive, et la forcer ne fait qu'ajouter de la densité. Mais je vais te dire ce qui se produit naturellement à mesure que cette reconnaissance s'approfondit. Pas comme une prédiction, mais comme une description de ce qui se passe simplement. Lorsque l'énergie se reconnaît elle-même, ta relation à la peur se transforme. Pas parce que tu dépasses la peur, mais parce que la peur est elle-même un produit de la croyance que tu es une chose solide et vulnérable, pouvant être détruite. Quand tu t'expérimentes comme énergie, comme conscience temporairement concentrée dans une forme, mais jamais limitée à cette forme, la peur perd son emprise. Ta vitalité physique augmente sans effort. La densité qui crée la fatigue, qui exige une gestion constante de l'énergie et des mécanismes de protection, se dissout. L'énergie circule au lieu de rester piégée dans des schémas matériels. Et ton corps exprime naturellement ce flux sous forme de vitalité. Ta vitesse de manifestation s'accélère de façon spectaculaire. Pas parce que tu as appris de meilleures techniques, mais parce que tu n'essaies plus de réorganiser de la matière solide par la seule force de la volonté. Tu permets à l'énergie de se réorganiser en configurations qui correspondent à la fréquence que tu émets. Et l'énergie se réorganise bien plus rapidement que la matière n'en donne l'impression. Ton intuition devient fiable, précise, immédiate, parce que tu reçois l'information par résonance énergétique plutôt que par filtrage mental. Ton champ communique directement avec le champ quantique, de conscience à conscience, en contournant l'interface limitante de l'identification à la matière. Mais surtout, l'angoisse existentielle qui colore la majeure partie de l'expérience humaine se dissout tout simplement. Parce que cette angoisse est enracinée dans la terreur d'être une forme matérielle séparée et vulnérable dans un univers menaçant. Tu n'es pas une chose séparée pouvant être blessée. Tu es le champ lui-même s'expérimentant temporairement à travers cette forme particulière. Absolument en sécurité, parce que tu es la totalité momentanément focalisée dans l'individualité. La réalité n'a pas besoin de changer pour que tu expérimentes ce que tu désires.
C'est ta reconnaissance de ce que tu es qui doit changer. Et alors la réalité se réorganise naturellement pour refléter cette nouvelle reconnaissance. C'est le secret caché à la vue de tous dans toutes les traditions spirituelles, la physique quantique et l'expérience mystique directe. Pas caché parce que quelqu'un te l'aurait dissimulé, mais caché parce qu'il ne peut pas être saisi intellectuellement. Il ne peut être reconnu que par l'expérience directe. La réalité ne se plie pas à ta volonté, elle se plie à ta reconnaissance de ce que tu es réellement. Et ce que tu es réellement, c'est l'énergie, la conscience, le champ vivant lui-même, temporairement oublié pour pouvoir goûter à la joie de se souvenir. Tu es en train de te souvenir maintenant, et la réalité est déjà en train de répondre. Merci de m'avoir écouté. Le nom de la nature, c'est ce qu'on appelle la constante de Planck. Elle s'appelle H. Ne vous demandez pas pourquoi H. C'est la notation qui est habituellement utilisée pour cette constante. Donc, cette constante de Planck, elle nous donne ce qu'on appelle la limite d'action. C'est-à-dire que, maintenant, quand vous passez en physique quantique, quand vous êtes en relativité, vous n'avez que deux choses, le mouvement et l'énergie. Ce sont vos grandeurs. La physique quantique nous introduit une nouvelle grandeur, c'est l'action. Donc le mouvement, c'est quoi? C'est le produit de la masse par la vitesse. L'énergie, c'est la masse par la vitesse au carré. La physique quantique va nous introduire cette nouvelle quantité, qui est ce qu'on appelle l'action, qui est la masse que multiplie une surface que divise un temps. Dans l'action, vous la connaissez bien. Et c'est là où, encore, ça va faire un changement de société. Parce que, quand vous voyez des gens qui font des soins dits énergétiques, ils disent « Ah, je travaille avec l'énergie ». Non. En fait, vous travaillez avec l'action. Vous faites une action. Et ensuite, votre corps utilise de l'énergie pour traduire cette action que vous avez. Si vous confondez l'action et le moyen par lequel l'action se fait, eh bien, vous faites une erreur. Et c'est une erreur toujours très grave que de confondre une masse que multiplie une surface que divise au carré d'un temps avec une masse qui multiplie une surface que l'inverse. Ce sont deux concepts différents. Je peux vous prendre une image pour vous expliquer la différence entre l'énergie et l'action. Si vous prenez par exemple ce verre, qui est là, je vais le mettre ici. Est-ce que vous voyez tous qu'il y a de l'énergie dans ce verre? Non. Ben si. Parce que si je ne le mets pas là et si je le mets là, je vais avoir du mouvement. Et pour créer du mouvement, il faut de l'énergie. Donc ça veut dire que même quand le verre est là, il y a de l'énergie, simplement elle ne se manifeste pas sous forme d'action. Par contre, si je mets le verre ici, j'ai la même énergie. J'ai la même énergie, j'ai rien changé au contenu. Par contre, je vais avoir une action, un mouvement, c'est-à-dire que le verre va tomber. Elle apparaît dans la mesure où tu es obligé. Non, elle n'apparaît pas, elle est toujours là. Parce qu'il est lourd à porter. Non, non, elle est toujours là. Ce qui apparaît, c'est l'action. Qui avant n'apparaissait pas. Pour ça, il ne faut pas confondre action et mouvement et énergie. Ce sont trois choses différentes. Et chaque fois que vous progressez, que vous faites des distinctions qui ont lieu d'être, vous progressez dans la connaissance. Parce qu'avant, les gens mélangent tout. Et quand vous mélangez tout, c'est pas clair. Mais quand vous commencez à bien comprendre les choses, tout devient bien carré. Moi, je peux vous dire que vous travaillez, quand vous travaillez en psychologie, vous faites une action. Et ensuite, vous avez besoin d'énergie pour que cette action se manifeste. Mais cette énergie, ce n'est pas vous qui la donnez. C'est le corps sur lequel vous faites l'action qui la fournit. Vous n'amenez pas d'énergie en propre. Vous amenez juste une action, vous changez quelque chose. Alors, les lois sont relativement simples, encore une fois, vous voyez, c'est pas trop compliqué. La physique quantique va nous introduire à ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que
vous voyez que maintenant, comme H existe, avant, quand H n'existait pas, ça veut dire quoi, H n'existe pas? Ça veut dire que je peux poser H égale à 0. Quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui est nul. Regardez ce qui se passe si je fais H égale 0. À ce moment-là, ce qu'on appelle la longueur d'onde lambda, une onde, c'est quelque chose qui oscille, vous voyez sur le dessin. La longueur d'onde lambda, c'est la distance entre deux crêtes. Si H est nul, est-ce qu'il y a une relation entre la longueur d'onde entre deux crêtes et la masse et la vitesse? Ben non. Masse et vitesse sont décrits ce qu'on appelle une particule, masse, vitesse, et lambda décrit ce qu'on appelle une onde. Si H est nul, j'ai le monde des ondes et j'ai le monde des particules. Et les deux sont orthogonaux. Mais maintenant, si H n'est pas nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je vois une masse ou une vitesse, en utilisant H, je peux trouver une longueur d'onde. C'est-à-dire que ce que je vois comme une particule, en fait, c'est une onde. Ce que je vois comme une onde, lambda, grâce à H qui n'est pas nul, c'est aussi une masse que multiplie une vitesse, donc une particule. Dualité onde-corpuscule. C'est-à-dire que c'est une nouvelle unification. Avant la physique quantique, on avait les ondes et les corpuscules. La physique quantique arrive, et c'est la même chose. Vous voyez, encore un pas de plus. Et comme toujours, si cette unification a du sens, bouleversement de société. Et là, le bouleversement de société, on est en train de le vivre. C'est découvrir les propriétés de l'eau. C'est tout le travail que je fais avec Montagnier, que j'essaie d'expliquer aux gens. C'est parce que le monde est quantique que l'eau est quelque chose de très particulier. C'est pas du tout la substance qu'on pourrait croire si H n'était pas nul. Si H était nul. Donc c'est quand le monde va réaliser ce que l'eau, je peux vous dire que la société va changer. Mais on a une autre unification. Elle est là. C'est que H intervient aussi au niveau de l'énergie. C'est-à-dire que H me permet de transformer une masse et une vitesse en longueur d'onde, mais ça me permet aussi de passer d'une fréquence à une énergie. C'est-à-dire que partout où je vois une fréquence, une onde, je peux dire qu'il y a une énergie. Une énergie de mouvement. C'est-à-dire quelque chose qui est corpusculaire. On peut voir comme un corpuscule, où chaque fois que j'ai un corpuscule, je peux voir ça comme une fréquence. C'est-à-dire que maintenant, votre regard sur la matière n'est plus du tout le même. Vous vous voyez là comme un tas de particules, mais vous avez le droit de vous voir comme un paquet d'ondes. Est-ce que ça change le point de vue? Oui. Parce que quand je suis un paquet d'ondes, qu'est-ce qui se passe si une onde me rencontre? La question ne se pose pas si H est nul. Hélas, H n'est pas nul. Et donc la petite borne Wi-Fi que vous voyez là, posez-vous des questions. Vous êtes des ondes, il y a des ondes qui sont émises par cet appareil, ça peut peut-être valoir le coup de regarder un peu ce qui se passe. Donc ça va être la grande révolution de société dans laquelle on va aller, c'est que on va commencer à dire aux fabricants de téléphones portables d'arrêter de déconner. Parce qu'on est en train de se bousiller la santé. Vous savez Nous sommes des ondes, nous ne sommes pas des particules. Enfin, on peut se voir comme des particules, mais on a le droit aussi de se voir comme des. Alors ça, c'est les deux grandes révolutions. Il y en a encore deux autres. C'est ce qu'on appelle la phase. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes avec un H qui est nul, il n'y a pas de phase, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire la phase, c'est l'art de toujours pouvoir faire quelque chose, et quand vous voulez que cette chose disparaisse, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous la trucidez, vous la désintégrez. Vous avez par exemple une bactérie qui vous embête. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un antibiotique pour la tuer. Ça, c'est parce que vous êtes dans un monde à H nul. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez un problème, que la seule solution de votre problème, c'est de faire disparaître la cause. Avec la phase, vous êtes beaucoup plus intelligent. Vous dites à la bactérie, ah,
Tu existes. Mais tu sais, là, tu me fais de bordel. Je suis malade. S'il te plaît, tu as le droit de vivre comme moi. Tu es un être vivant. Simplement, ça c'est moi, ça c'est toi. C'est-à-dire out. Pas chez moi. Je ne suis pas ton repas. Mais c'est pas parce que je ne suis pas ton repas que je vais te tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre une information en opposition de phase. C'est-à-dire, toi, tu arrives avec ton information qui fait qu'effectivement, tu sens que tu peux te vivre. Je vais mettre une phase opposée. Et comme toujours, quand vous avez deux choses qui tirent en sens opposé, ça fait vous guérissez. Et vous guérissez en étant, ce qu'on appelle, un porteur sain. Il n'y a plus besoin d'antibiotiques, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est une autre philosophie. Je ne sais pas si vous voyez le changement de société que ça va nous faire. Plus de pesticides, plus d'antibiotiques. Tout ça, c'est le coût de l'unification de l'onde avec la particule. C'est ça qui est derrière. C'est ce combat-là que je suis en train de mener. Je peux vous dire que c'est pas gagné. Voilà, donc la phase c'est aussi très important. Et puis il y a aussi ça, ce qu'on appelle les relations d'incertitude. C'est-à-dire que vous avez toujours du mouvement. L'état de repos n'existe pas. Et ça a une conséquence, c'est que même quand vous êtes dans le vide, vous avez une énergie, vous avez une vitesse, même à température nulle. Le mouvement fait partie de la nature. Et encore une fois, vous le voyez très bien, parce que qu'est-ce que vous voyez apparaître de l'autre côté de l'inégalité? Une autre constante de Planck. Si elle était nulle, on aurait un état de repos. On pourrait se reposer. Mais comme elle n'est pas nulle, on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une énergie 2.0, qu'on appelle l'énergie du vide. Elle existe, elle est réelle. On ne peut jamais arrêter la vie, le mouvement. Il y a toujours quelque chose. Ça vient aussi avec l'unification en particules. Alors, il vient autre chose, un petit truc qui est un petit peu technique, mais qu'on peut expliquer relativement simplement. Vous prenez une bande de papier. Et vous voyez, vous notez A, B, C, D, les bouts de la bande de papier. Vos mains sont des spinners. Pourquoi? Parce qu'elles sont attachées à votre bras. Ce qui fait que si vous essayez de les tourner de 360 degrés, vous faites une torsion à votre bras. Il faut tourner 2 fois pour déplier le bras. Les mains, vous faites de la psychonomie, je vous rappelle que vos mains, vos bras, vos jambes, vos pieds sont des spinners. Vous travaillez avec des spinners. On veut le savoir. Alors, ça a des conséquences, comme toujours. Ça veut dire qu'on a 2 types d'objets, qu'on appelle les fermions et les bosons. Vous avez peut-être entendu parler du boson de Higgs. Ben, ça vient de là. Un boson, c'est pas un spinner, c'est un vecteur. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se comporte comme une flèche, ou comme un ruban qui est simplement fermé sur lui-même. Un fermion, c'est un ruban tordu. Et on appelle fermion en fait la matière et boson la lumière. C'est la façon quantique de voir la différence entre de la lumière et de la matière. On n'a pas besoin de masse. On regarde juste comment ça tourne. Est-ce que ça tourne comme ça, ou est-ce que ça tourne comme ça? Si ça tourne comme ça, c'est un boson. Si ça tourne comme ça, c'est un fermion. Si c'est comme ça, c'est de la matière. Si c'est comme ça, c'est du rayonnement. Ça s'appelle le spin. Demi-entier pour les fermions, entier pour les bosons. C'est la petite subtilité. Alors ça donne évidemment que quand j'essaye de mettre 2 fermions au même endroit, ben, ils s'annulent. Ça c'est la phase. Je ne peux pas les trouver au même endroit. C'est ce qui fait que quand je tape sur la table, ma main ne traverse pas la table. Parce que j'essaye de mettre mes fermions à la place des fermions de la table, et les fermions de la table, je dis non. Par contre, essayez de passer votre main dans un rayon de lumière, il n'y a aucun souci.
Les bosons, eux, ils acceptent. Les bosons sont pénétrables alors que les fermions sont impénétrables.